Je me suis rendu compte, Patrick, que j'ai oublié des accès de mon compte MetaMask. En fait, j'avais un téléphone et j'ai changé de téléphone, j'ai importé les clés. J'avais deux comptes et il savait que quand j'ai connecté sur mon nouveau appareil, les clés que j'ai connectées, en fait, c'est pas pour le bon compte. Et sur le bon compte, en griffe, j'avais des tokens. Du coup, ma question, c'est est-ce que je les ai perdus totalement ou bien quelque part, il est possible d'annuler avec, si on retrouve le contrat, je ne sais pas. Bon, je pense que les thèmes que tu utilises sont un peu techniques. Je pense que c'est l'occasion de cette rencontre-là, hein, pour laquelle on reçoit quelqu'un qui va nous expliquer clairement ou donner la solution, d'accord, à ce type de problème-là. Parce qu'on sait que dans le milieu, beaucoup de gens rencontrent ce genre de problème, Ouais. sont confrontés à ça. Et quand on parle crypto-monnaie, sûr et certain que les gars, ils perdent quand même leur pièce par mégarde ou bien, voilà quoi, par manque de bienveillance, ils perdent au fait tout ça. Donc, je crois que c'est le moment de présenter qui va nous donner ce type de solution là, ou Bien nous sûr. aider à avancer sur le... Bah, on a Voilà. une grande personne avec nous, donc Cyril va nous conduire, il va nous donner la réponse, je l'espère en tout cas. C'est Merci ça. Cyril d'être avec nous. Bonjour Loïc. Bonjour Bonjour. Pat. Bonjour, c'est Super. bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Je suis ravi d'être avec vous ce jour. Ça fait plaisir. Alors, vous avez été des centaines à nous suivre au cours de notre première production. Vous nous avez envoyé des messages, des feedbacks qui étaient très intéressants. Et on a compris en fait l'intérêt qu'il y avait de poursuivre ce format. Et c'est très apprécié. Croyez-nous, ça nous a fait très plaisir. Il y a une question qui est revenue en ce qui concerne la périodicité. Je pense qu'on a manqué de parler de ça de façon tacite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, nous sommes sur un format qui se fait plus ou moins dans le trimestre parce que nous construisons des projets, nous évoluons sur des événements, notamment un événement même qui se termine. Il y a eu la Gamify NFT Conference pour ceux qui ont participé. Ensuite, se sont enchaînés le DeFi hackathon de fin d'année avec BitTrading et encore plein de préparations. Et du coup, ça nous laisse très peu de marge en fait pour pouvoir venir en production comme ça avec Abidjan Podcast Studio et puis pouvoir travailler sur les projets. Mais ça reste toujours dans notre optique de pouvoir vous donner en fait du contenu dans ce style. Toutefois, vous pouvez nous retrouver en fait sur nos mensuels, sur LinkedIn, sur lesquels on fait des formats assez soft et relax. Mensuellement, on peut se retrouver et puis trimestriellement, au meilleur des cas, on vous offre voilà, la qualité en ce qui se fait avec les projets actuellement. Et si vous êtes avec nous, c'est que vous êtes désireux d'en savoir plus justement sur ce sujet du jour. Donc on aura un invité de Mac qui va nous introduire, mais ça sera juste après le jingle. Bon retour parmi nous. Nous sommes ici par la grâce de Dieu. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Nous sommes là où nous en sommes aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et si cette technologie nous a été donnée dans notre milieu, dans notre communauté, c'est parce qu'on a des talents, on a des experts qui peuvent également les utiliser et réussir à créer des solutions qui sont assez pratiques pour notre communauté. Et celui qu'on reçoit aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a réussi justement ce challenge, qui a réussi à concevoir quelque chose de très spécifique, très particulier et qui nous fait l'honneur en tout cas d'être présent et de représenter la Côte d'Ivoire sur cette échelle technologique. Cyril, bienvenue. Merci. Merci Loïc. Merci Pat de me recevoir ce jour. Merci à toi et Patrick. Bon, toi, tu n'es plus à présenter de toute façon. Ouais, merci. Donc, voilà. Merci. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant d'y aller, c'est vrai que le titre de l'épisode le dit déjà, vrai diplôme. Mais déjà, ça serait intéressant pour nous de découvrir un peu Cyril, de découvrir ton parcours et comment est-ce que voilà, on en arrive là aujourd'hui. Oui. Encore une fois, merci Loïc. Comme tu le dis, mon parcours, c'est un parcours, je ne dirais pas atypique, mais un parcours comme celui de toute autre personne qui est intéressée, férue de technologie. Voilà. J'ai démarré dans le milieu, je suis d'abord ingénieur en informatique.
Et j'ai démarré dans le milieu en 2008. Wow. Ouais. J'ai obtenu mon premier job en 2008. Donc, on a dit ça fait quoi, environ 15 ans. Environ 15 ans. Voilà, environ 15 ans, je suis dans le milieu. On a évolué, sinon j'ai évolué dans le domaine des infrastructures, notamment les infrastructures réseau, dans le support IT. Et après, j'ai rejoint une autre boîte qui était notamment dans le milieu des infrastructures réseau, mais beaucoup plus avec les opérateurs et autres. OK. J'ai gravi les échelons jusqu'en 2015-2016. J'étais directeur des opérations Wow. là-bas et je me suis mis à mon propre compte. À mon propre compte, donc on va dire à partir de 2017, je me suis vraiment connecté à l'écosystème digital. OK. Voilà, parce que ayant participé à des projets qui ont été mis en œuvre dans le cadre de préparer justement cet avènement de la Côte d'Ivoire au niveau du digital, notamment en matière d'infrastructure et autres. Il y a eu de gros projets, de gros investissements qui ont été réalisés, dont j'ai été témoin. Je me suis dit, non, il y a quelque chose de grand qui se prépare dans la décennie qui arrive. Donc, il faut déjà, en comprenant les enjeux business, qu'on arrive à pouvoir se positionner. Et c'est comme ça que je me suis mis à mon compte. J'ai démarré cette entreprise qui fait dans les services digitaux. Très bien. Voilà, donc c'est un peu cela mon parcours. Wow. C'est très intéressant. Depuis 2008, vraiment, early, nous, on était encore... Quand on pense 2008, on pense Bitcoin, on se dit que ton portefeuille... oh là là. Un portefeuille Franchement, en or. Ouais. Voilà, donc ça, c'est juste au passage. Ouais. Donc, c'est très intéressant. Donc, je constate que tu es dans les services digitaux et qu'on sort tout ça. Mais parlons de technologie blockchain. Est-ce que ça a commencé en 2008? Non, justement, les technologies blockchain, en ce temps, n'étaient pas suffisamment vulgarisées. Voilà. 2009, 2010, la première fois où j'ai entendu parler, je ne dirais pas de technologie blockchain, mais de Bitcoin, c'était en 2010. OK. Et j'ai regardé ça de loin. J'ai eu une première connexion avec ça, mais je me suis dit, c'est extrêmement compliqué, c'est pas pour nous et autres. Et je m'en mords presque les doigts aujourd'hui. Mais ce n'est pas bien grave. J'ai eu une deuxième connexion avec l'écosystème. Ça, c'était en 2014, fin 2014, début 2015, avec l'avènement de la blockchain Ethereum. Parce que c'est ce qui a vraiment créé, je ne dirais pas le boom, mais le déclic. Parce qu'en fait, en ce moment-là, au début, avec le Bitcoin, je me suis dit, un service financier de plus. Okay. Parce qu'à cette période-là, c'était pratiquement l'avènement du mobile money. Nous, à notre niveau, les premiers services mobile money qui se sont lancés dans ce laps de temps-là. Donc, c'est de loin que j'ai regardé ça. Mais quand Ethereum est sorti, je me suis dit, voilà où je me retrouve parce que je vois véritablement une valeur ajoutée technologique à ça. Ce n'est pas qu'un service financier, mais le potentiel était énorme. Et encore une fois, j'ai un peu regardé ça de loin, mais je me suis dit, j'y reviens. Voilà, parce qu'en ce moment-là, il y avait d'autres projets sur lesquels on était. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de me mettre en retrait et puis démarrer ma propre activité, parce que ça me permettrait notamment d'être déchargé de toutes ces, je ne dirais pas des contraintes, mais des engagements que j'avais avec mes différents employeurs et autres. Et je me suis dit, non, il faut vraiment creuser ça. Donc, on va dire 2015, 2016, j'ai commencé à me connecter à l'écosystème, comprendre et surtout me former. Donc, ça m'a pris pratiquement 6 mois à 1 an. OK. Voilà, 6 mois à 1 an, fin 2016, début 2017, pour me former, de sorte à comprendre les enjeux et puis savoir comment appréhender cette technologie-là et surtout, qu'est-ce qu'elle peut faire de bien sous nos tropiques. Parce que moi, en fait, c'est comme ça, je me dis, c'est vrai, on est du domaine de la technologie, mais la technologie, tant qu'elle ne nous apporte pas une valeur ajoutée dans l'environnement dans lequel on est, bon, à la limite, ça ne nous sert pas à grand-chose. Moi, c'est comme ça. Parce que si on remarque bien, les pays anglophones, par exemple, les Américains, ce n'est pas des gens qui sont fascinés par la technologie. Non, ils la voient tous les jours. Ils en créent de nouvelles matin, midi et soir. Mais quel problème ta technologie résout? C'est quand tu arrives à capter ça qu'on dit, OK, il y a du potentiel. Mais bon, tu as une technologie de waouh, mais qui en réalité, qui ne règle pas un problème. Ouais. Bon,
nous, dans le domaine de la tech, on regarde ça de loin et puis bon, on s'est dit, OK, c'est cool, mais pas plus que ça. Donc, je me suis dit, en réalité, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est justement l'une des raisons pour lesquelles j'ai regardé un peu Bitcoin de loin, parce que je me disais, bon, c'est juste un service financier, je ne suis pas très fintech et autres en ce moment-là. Donc, c'est pas trop. Mais quand Ethereum est arrivé, j'ai compris qu'il y avait un véritable potentiel parce qu'Ethereum allait révolutionner la façon dont on avait la gestion de tout ce qui est transaction et la preuve de confiance. C'est cela. L'arrivée des smart contrats. Oui, avec l'avènement des contrats intelligents et autres. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose à creuser là. Donc, je me suis dit, tu ne peux pas regarder ça de loin. Non. Forme-toi. Éventuellement, connecte-toi à des gens qui sont du milieu. Mais il était difficile en ce moment-là de retrouver des gens de l'industrie qui sont dans le milieu parce qu'il y avait l'avènement des services mobiles, notamment la 3G, la 4G qui essayait de faire son entrée. Donc, les gars étaient beaucoup plus focus encore sur les services d'infrastructure, les services de connectivité et autres. Et puis, il y avait le mobile money qui prenait vraiment de l'ascendant. Donc, les gars étaient aussi fascinés par tout ce qui est services mobiles, services fintech et autres. Ouais. Donc, c'était vraiment difficile de se connecter à un écosystème local qui faisait ces choses-là. Donc, bon, les formations auxquelles j'ai participé, auxquelles je me suis connecté, sont des formations qui se sont faites aux États-Unis. Donc, c'est en ligne et autres. Donc, c'est vraiment ce qui m'a poussé. Quand j'ai vu qu'il y avait une communauté vraiment active et autres, avec des projections dans 10 ans, dans 15 ans, les révolutions que cela allait apporter, je me suis dit non, je vais faire un focus sur cette tech-là. Attends, moi j'ai une question rapide. Là tu as touché un point parlant d'Ethereum. Donc, toi qui as un œil assez poussé un peu sur la tech, sur le côté technique un peu de tout ça, comment est-ce que tu vois Ethereum aujourd'hui et comment est-ce que tu vois Ethereum dans 5-10 ans par là? Est-ce qu'il y a du gros potentiel en termes de projet? En termes de projet, il y a du gros potentiel. Quand on parle Ethereum, est-ce qu'on parle d'Ethereum en tant que blockchain uniquement ou bien du concept, même la technologie qui embarque, tu as drivé Ethereum jusque-là? Les deux. Les deux, d'accord. Il veut tout. Le beurre, l'argent du beurre, tout, là, c'est bien. Je le vois venir. Non. En termes de potentiel, Ethereum est pour le monde de la tech, blockchain et autres, ce que Bitcoin a été pour les gars de la finance qui ont compris rapidement. J'aime bien ça, cette analogie. Ouais, en réalité, pourquoi? Parce que au début, les gens étaient sceptiques face au Bitcoin. C'est quoi ça? On ne sait pas trop. C'est le même scepticisme auquel les gars ont fait face quand Ethereum est arrivé. Quand Vitalik Buterin a publié le premier white paper concernant Ethereum, la réaction de la communauté n'était pas hype. C'est une communauté restreinte qui a choisi de s'accaparer ce projet et de dire il y a quelque chose qui se prépare là, il y a une révolution. Et au TechCrunch et autres, tous ces médias-là ont parlé de cela. Même Washington Post et autres. Mais en réalité, je peux dire que Ethereum va apporter un séisme beaucoup plus performant dans l'écosystème blockchain que Bitcoin ne l'a fait. Parce que Bitcoin, on peut dire Bitcoin, c'est l'ancêtre. Voilà, c'est le GOAT, comme on le dit. Il n'a plus rien à prouver. C'est limité, le nombre d'actifs est limité. Donc, on ne pourra que partir de high en high. OK, c'est clair. Mais en termes de technologie, voici ce que Ethereum apporte. Ouais. La révolution au niveau des smart contracts, le potentiel. Et c'est justement ce qui a fait grimper la valeur d'Ethereum, le potentiel technologique qu'il y a en bas. Et à la fin, on se dit qu'Ethereum a peut-être été victime de son succès. Mais moi, beaucoup de personnes dans la communauté le disent. Moi, je dis non, Ethereum n'a pas été victime de son succès. Parce qu'en tant que précurseur, il n'en récolte que les fruits. C'est vrai, il y a eu des technologies dérivatives d'Ethereum qui permettent d'assurer un TPS un peu plus... Oui, tout ce qui est layer 2, etc. Voilà. Les couches d'agrégation qui sont nées aujourd'hui, notamment au niveau de Polygon et autres, qui sont en train de véritablement migrer, faire... Aussi, gros acteurs. Voilà. Et eux, ils ont repris toujours la technologie Ethereum et ils se sont mis une couche au-dessus. Parce qu'il y avait un problème qu'Ethereum avait, le problème de nombre de transactions par seconde, notamment les TPS. Le nombre de transactions par seconde était faible. Quoi qu'il y ait un problème, donc on a choisi de se concentrer sur le bien fondé d'Ethereum d'abord. Oui, c'est ça. Voici ce que ça peut faire, voici les problèmes que ça peut régler. Donc, essayons de se concentrer sur ça et puis on verra les évolutions. Les autres chercheurs, les gars de la tech, les communautés, quand ils vont se fédérer, ils vont dire, OK, voici les limites d'Ethereum, voici comment on évolue. Et aujourd'hui, on a plein de blockchains qui dérivent d'Ethereum aujourd'hui, qui sont beaucoup utilisés. Donc, ça répond à ta question de savoir le potentiel qu'Ethereum a. Donc, c'est ça. C'est une très belle analyse fondamentale. Donc, vous savez, dans le domaine donc, de l'investissement, analyse fondamentale, analyse technique, tout ça, quand on allie les deux, on peut prendre une décision.
Donc, on voit un peu l'état d'Ethereum actuellement sur les marchés. Comment est-ce qu'il y a une ébullition par rapport à Ethereum? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et donc, juste avec cette vue-là, on peut quand même se dire qu'il y a de beaux jours devant par rapport à Ethereum. On est en classe actuellement, on est en train d'apprendre beaucoup, beaucoup. Et j'espère on va faire plus d'1 heure en tout cas. Non, mais en fait, ta question, ça suit justement le fil de la discussion. Mais justement, ça me fait un peu rire parce que j'avais quelques mèmes et c'est un gif où les gars ont mis en fait avec la tendance actuelle du marché, pourquoi Ethereum ne pump pas, contrairement en fait aux autres cryptos. Mais tu vois, quand il le parle, quand il le dit ainsi, on voit que sur certaines cryptos, il y a des projets qui sont assez techniques et qui répondent à des besoins bien pratiques. Précis, ouais. Et qui ne demandent pas forcément que ce soit l'aspect spéculatif. Non, pas tant l'aspect spéculatif qui soit mis en avant, mais quelle solution est-ce qu'ils apportent véritablement. Même bien sûr, moi, je crois, avec un Bitcoin qui va à 100 000, qui est à 100 000, forcément, des actifs vont prendre la valeur, mais est-ce qu'on aura the ATH qu'on attend en fait de Ethereum là à l'instant? C'est sûr, il aura quelque chose. Il aura quelque chose. Mais je pense que Ethereum, c'est du moyen long terme. C'est du moyen long terme. Donc, pour ceux qui sont purement court terme, ça va être un peu chaud. Il faut aller sur les mêmes coins. Mais long terme, on a de beaux jours devant par rapport à Ethereum. En tout cas, par rapport à comparé à Bitcoin. Je le crois aussi. Voilà. Ouais, je le pense aussi. Donc, attention à ne pas rentrer dans un FOMO ou quoi que ce soit. Ne sortons pas du sujet. Bon, oui, effectivement. Mais bon, bref. Là, en fait, avec les explications, on comprend comment est-ce que la connexion s'est faite justement avec l'industrie dans laquelle tu étais et comment est-ce que tu es arrivé aujourd'hui avec les fintechs. Donc, on voit la connexion. Maintenant, ça, c'est la première partie. On s'est connecté justement. Mais comment est-ce que de cette connexion avec le modèle Ethereum qui te fascine, on arrive justement à ce modèle qui va donner naissance maintenant à un vrai diplôme? Ouais. Et c'est dans la logique de l'évolution d'Ethereum, comme on l'avait dit, parce que vous venez de le mentionner, hein, la portée d'un projet et les aspects, sinon les problèmes que ce projet-là ou de cette technologie-là résout là, c'est ce qui détermine le succès à moyen ou long terme de ce projet-là. Donc, on se rend compte très rapidement quand on voit Ethereum que ce n'est pas forcément une valeur spéculative du court terme. On est d'accord avec ça. Donc, mais il y a quand même du potentiel à creuser. Donc, il faut chercher à comprendre ce qu'il y a en dessous. Et c'est justement en se référant au white paper, au livre blanc qui a été écrit, quand il est détaillé tout le potentiel et cette révolution que cette technologie-là pourrait envoyer dans l'industrie de la blockchain, je me suis dit, OK, c'est bien beau, avec tous ces contrats intelligents qui peuvent révolutionner plusieurs industries. Mais on fait quoi, nous ici? Quel problème concrètement que ça peut régler? Je me suis dit, écoute, il y a la certification et l'authentification des documents. Mais pas n'importe quel document. Pas n'importe quel document. Il faut trouver le moyen de garantir la preuve de compétence et la traçabilité des compétences de tous nos apprenants. Ici, en Côte d'Ivoire, en Afrique de façon générale, mais en Côte d'Ivoire en particulier. Et j'ai plutôt eu raison, parce que des années plus tard, notamment fin de l'année dernière et cette année, on a assisté à certains scandales et autres. La presse s'en a fait les choux gras, des diplômes falsifiés. Ouais, diplômes falsifiés. Mais le vrai problème, c'est vrai, il y a le problème de traçabilité, mais il y avait d'abord le problème de vérification et d'authentification, auquel j'ai personnellement été confronté. OK. Pas moi, mais une connaissance proche, voilà, m'a contacté un jour. Elle avait un entretien d'embauche. Elle était presque retenue, mais ils avaient besoin de faire authentifier son diplôme. OK. Et on lui a dit, écoute, tu as tes diplômes, tu les as fait légaliser et autres, mais on a besoin d'entrer en contact avec l'établissement qui t'a délivré tes diplômes-là pour nous assurer que ces diplômes-là sont authentiques. Elle dit, OK, elle a passé le numéro du directeur académique, du directeur général adjoint. Aucun de tous ceux ne prenait. Wow. Pendant 2 heures, elle était dans le bureau du recruteur. Parce qu'ils étaient prêts à la staffer. C'est ça. Elle avait passé le premier tour à l'écrit. Elle avait passé l'oral. C'était l'entretien de conclusion. Pendant 2 heures. Donc, ils lui ont dit, écoute, voici ce qu'on va faire. Rends-toi à l'établissement, cherche à les voir, dis-leur qu'on cherche à les joindre. Elle était presque en pleurs quand elle m'a contacté.
Je dis, OK, donc, rends-toi là-bas rapidement et fais ce que tu peux pour les avoir. Parce que si tu veux rester à les avoir au téléphone, ça risque d'être chaud. Tu pourrais ne pas les avoir et passer à côté de cette opportunité-là. Elle s'est rendue là-bas, Dieu merci, et ça s'est bien passé. Elle a rencontré, elle a dit, non, on était en réunion, il y avait plein de choses. Ouais. Donc, je me suis dit, plus jamais, ça c'est elle, parce qu'elle me connaissait. OK, mais pour d'autres personnes qui n'ont pas ce potentiel, qui n'ont pas ces possibilités-là, combien de personnes sont passées à côté de cela? Donc, ça veut dire qu'il y a le mal ou le préjudice que cela cause d'abord aux candidats. Mais c'est inversé aussi pour les entreprises qui peuvent faire des recrutements sur la base de la bonne foi des collaborateurs qu'ils embauchent. Et après se rendre compte, soit dans les performances moyennes ou médiocres que ce collaborateur-là produit, les entreprises sont amenées à creuser et demander si effectivement il détient les compétences qu'il prétend avoir. C'est ça. En réalité, elles n'ont aucun recours rapide. Donc, ça fait que dans les parcours d'embauche, généralement, les entreprises sont confrontées à cette situation-là. On doit recruter un collaborateur. La documentation nous permet, mais on fait comment pour nous assurer que les diplômes ou les documents qui sont produits là sont les bons et que le collaborateur ne se prévaut pas de qualification ou de diplôme qu'il n'a pas en réalité. Et donc, je me suis dit, il faut qu'on puisse régler ce problème-là. Mais il ne faut pas se limiter seulement à délivrer ou à réaliser une solution qui permet d'authentifier ou de dire c'est bon, c'est pas bon en une fraction de seconde. Mais quand on le fait derrière, quel est le moteur qui soutient ça? Est-ce que c'est un moteur dans lequel on peut avoir confiance? Donc, il faut mettre en avant une technologie qui est irrévocable. La seule qui permet de le faire, c'est la blockchain. Justement. Et ça allait être ma question justement par rapport à ce système-là de numérisation parce que on aurait pu simplement utiliser des bases de données, par exemple. Faire une numérisation et utiliser des bases de données. Mais si on pousse pour aller jusqu'à la blockchain, c'est qu'on veut un autre niveau de sécurité. Le caractère falsifiable, justement, de ces aspects-là. Parce qu'on aurait bien pu, comme tu le dis, il y avait plusieurs technologies candidates. Quand on pensait à l'architecture, il y avait plusieurs technologies candidates. On s'est dit non. Là, on a le potentiel parce que pour beaucoup de personnes qui ne sont pas connectées à la technologie blockchain, elles vont juste penser à mettre en place une base de données, récupérer, fédérer et les différents documents académiques et on dit, qu'on a une base en place, c'est nous qui certifions et autres. C'est ça. Oui, c'est vrai. Mais ça revient toujours au problème de remettre la confiance entre les mains de l'humain. Il faut qu'on délègue cette confiance à une technologie dans laquelle tout le monde a confiance. Et c'est la blockchain. C'est un registre distribué. Donc, toutes ces informations-là, quand elles sont rapatriées et embarquées dans la blockchain, elles sont d'abord irrévocables, irréfutables et infalsifiables. Donc, ça veut dire que tu as une technologie où le gars, quand l'établissement délivre le diplôme, toi, tu dis que l'établissement a délivré le diplôme. Cette transaction-là est enregistrée sur la blockchain. Donc, elle est irréfutable. Et il y a le caractère permanent de cette technologie-là qui permet de dire à la seconde, en quelques secondes, c'est justement pour ça qu'on revient en matière de TPS, la lecture et l'écriture de cette technologie-là. Parce que c'est vrai, même si on prend la plus grande base de données qui soit, avec tout ce qui est transactionnel, mais il y a beaucoup de fonctions au niveau des bases de données. Pour ne pas être trop technique, il y a des fonctions SQL qui permettent de réaliser des mises à jour et autres. Donc, ça veut dire que je peux déclarer quelque chose depuis demain, venir dire, c'est pas ça, ou même délivrer des choses aux des personnes n'ont pas droit, mais c'est vrai. Donc, on se dit, c'est la blockchain qui nous met tous en confiance et qui permet de dire que cette technologie-là, on peut lui faire confiance. Donc, on l'applique dans le domaine académique. Donc, on dit, aujourd'hui, tous les documents académiques, notamment diplômes, attestations et autres, qui sont délivrés là, une fois c'est stocké sur la blockchain, c'est infalsifiable. Donc, les établissements même sont protégés dans la mesure où un étudiant ne peut pas se prévaloir d'un diplôme d'un établissement dans lequel il n'a pas fréquenté. Exactement. Donc, on se rend compte que plus on poussait la réflexion, on se rendait compte que c'est vrai, initialement, on a voulu régler un problème parce que les étudiants peuvent aller en entretien, ils n'ont pas la capacité de prouver automatiquement leur diplôme, ils passent auprès des opportunités. Mais il y a d'autres choses à creuser. Il y a comment on protège les entreprises pour qu'elles puissent effectuer des recrutements sûrs. Comment est-ce qu'on protège les établissements contre leur réputation? Parce que c'est ça aussi, il faut protéger la réputation. Il y a des établissements qui ont leur réputation à protéger, tous les établissements d'ailleurs. Mais il y a des établissements d'excellence d'élite qui, aujourd'hui, font face à ce défi-là. Beaucoup de personnes se prévalent d'avoir fréquenté dans ces établissements, alors qu'en réalité, cela n'est pas.
Si on n'a pas de mécanisme pour le vérifier, je ne dis pas dans 1 an, 2 ans, ou en 1 semaine, 2 semaines, ou d'attendre d'appeler l'établissement. C'est un processus qui est chronophage. C'est bien trop long. L'entreprise n'a pas ce temps-là. Elle a un besoin à l'instant. Elle a un besoin de compétences. Elle doit staffer, rapidement recruter pour faire avancer. C'est du business qu'on fait. C'est ça. On a besoin d'argent. Donc, là où l'administration est lente, l'entreprise ne peut pas se permettre ça. Vous allez déposer, par exemple, dans les concours de la fonction publique, on vous demande de soumettre vos documents en ligne. On vous demande aussi de les légaliser. Effectivement. Mais de vous à moi. Quand on dit la légalisation, c'est quoi? Tu prends une photocopie, tu prends un document, tu achètes un thème. C'est parce que l'officier d'état civil qui dit que ton truc est, qui donne un caractère légal, c'est son sceau simplement. Il authentifie. Il authentifie. Voilà. Mais c'est une authentification humaine. Humaine, voilà. Et c'est sur la base de quoi? De lui, de ce que l'État l'a investi, de ce pouvoir-là. Ça se limite à cela. C'est ça, ouais. Mais techniquement, ça ne remet pas en cause. La preuve, tous ces scandales auxquels on a assisté. Mais en réalité, les documents, ils avaient été authentifiés. Je suis en train de dire que l'authentification humaine n'est pas durable. L'authentification humaine ne garantit pas même pas l'authenticité réelle. C'est pourquoi je dis, il faut qu'on s'en remette de plus en plus à la technologie. Pas qu'on en fasse, pas qu'on laisse la technologie sceller notre destin, mais il faut qu'on fasse plus confiance à la technologie. Moi, je préfère plus faire confiance à un ordinateur qu'à un être humain. Parce que je sais que l'ordinateur, il est programmé pour agir sur la façon dont on l'a planifié ou on l'a configuré. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas venir corrompre un ordinateur, même si c'est possible avec du scripting et autres, mais c'est tout ça qui renforce la confiance dans la technologie blockchain. Et c'est pourquoi on s'est dit que c'était le meilleur candidat. Tu es en train de, je me permets, tu es en train de nous dire que la technologie blockchain peut être une solution également dans le cadre, par exemple, des votes. Quand on prend les élections, par exemple, qui vont venir bientôt, quand on prend, par exemple, l'enrôlement, ce genre de choses. Comment est-ce que la blockchain peut intervenir dans ce genre de choses-là? La blockchain peut aider. Bon, vas-y. La blockchain peut aider. La blockchain peut aider ou peut être une solution. Parce que, bon, on n'est pas des tout sachants. Hein. La blockchain peut être une solution dans la mesure où elle permet de définir des transactions qui sont irrévocables. Quand on dit irrévocables, et qui sont surtout consultables par tous. Donc, il y a le caractère vraiment décentralisé. Ça, c'est le gros problème. Voilà. Donc, il y a le caractère consultable par tous. Donc, quelles que soient les actions que tu vas mener, d'ajout, de retrait, des tentatives d'usurpation et autres, ça sera su de tous. Donc, on ne peut pas manipuler à sa guise tous les registres qui sont disposés au niveau de la blockchain. Donc, tout le monde sait qui fait quoi, qui détient quoi, qui produit quoi. Donc, je me dis qu'il y a quelque chose peut-être à creuser là. Pas forcément au niveau de l'enrôlement et autres, mais au niveau de notre administration, il y a plusieurs possibilités. Bien sûr, il y a beaucoup d'États dans notre société, il y a beaucoup de problèmes que la technologie peut-être peut régler. Ça va être peut-être l'occasion de brosser certains cas pratiques ou bien certaines expériences que tu as eues, par exemple, dans différents secteurs. Tu pourrais nous les partager, pourquoi pas. Pour qu'on voit au fait l'utilité de cette technologie-là, surtout dans notre écosystème, ou bien je vais dire dans nos pays africains sous-développés, etc., tout ça, dans lesquels on voit beaucoup de choses. Comment est-ce que c'est reçu déjà par les entreprises ici? Toi qui as l'expérience, comment est-ce que c'est reçu déjà par les autorités, par le gouvernement? Est-ce que c'est quelque chose qui passe? Est-ce que c'est une technologie qui est en train de faire bonne route, ou bien est-ce qu'il y a un blocage encore jusqu'à présent, par exemple? Non. Par rapport à nos autorités, je dirais qu'elles sont... On a la chance, en fait, d'avoir aussi des autorités qui sont techno-aware, qui ont perçu, en fait, l'importance du digital. Et c'est justement pour ça qu'on a renommé le ministère de l'économie numérique, voilà, le ministère de la transition, de la digitalisation et autres. Parce qu'en fait, ils ont perçu la valeur que le digital pourrait apporter à notre économie. Et ils ont compris que le digital pourrait être un véhicule de motivation même de la jeunesse. Ouais. Ça. Donc, on a une jeunesse aujourd'hui qui est fortement connectée et il y a du potentiel au niveau économique, au niveau de l'emploi. Donc, il y a une dynamique qui est bonne. Maintenant, la connexion étatique et cette technologie, notamment la blockchain et autres, c'est par rapport à tous les États. Voilà. Ils ne sont pas fermés. Voilà. Ils sont plutôt réceptifs. Mais les choses prennent plus ou moins du temps.
Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça reste toujours quelque chose de nouveau. C'est ça. La blockchain, on va dire que c'est une technologie qui a ses balbutiements. Mhm. Donc, il faut d'abord qu'on ait en face des personnes qui sont outillées pour comprendre les enjeux de la technologie, comprendre les défis et les solutions que cette technologie peut apporter dans notre contexte. Et ce n'est pas toujours évident. Néanmoins, l'État est disposé. Il y a des connexions que nous avons déjà. Il y a des échanges, il y a des discussions qui sont ouvertes déjà et ça se passe relativement bien. On pourrait dire que nous, en tant que start-up ou en tant que personne de la tech, vous voyez, on a cette propension à vouloir que les choses arrivent suffisamment rapidement. En vrai. Parce qu'en fait, nous, voilà. Ce qu'on aime, c'est qu'on a un problème, les gars, on fait comment pour le régler? Est-ce que la tech peut régler? On a des solutions, on a des pistes de solutions, on les évalue et en 24 heures, 2 jours maximum, on a des débuts de solutions. On n'attend pas forcément d'avoir des solutions totalement parfaites pour pouvoir régler des problèmes. La preuve, on l'a vu avec Ethereum. Ethereum est arrivé. Ethereum n'était pas parfait, mais il réglait un gros problème. Donc, on s'est dit, on y va. Et puis, c'est pourquoi on parle toujours de roadmap. On y va, on fait une priorisation des actions. OK? Il y a un backlog qui est là et on regarde, on définit certains sprints. Et puis, on se dit, bon, on avance, voici le premier jalon, voici ça, voici ça. Donc, c'est la même chose par rapport à nos États. Ils ont compris. Ils ont compris, mais il y a encore du lobby à faire. C'est ça. C'est déjà une bonne nouvelle. Ouais, moi, en fait, j'avais quelques questions en ce qui concerne, pour revenir un peu dans la solution. C'est que depuis, je pense, 1 ou 2 ans, il y a le ministère qui a engagé pas mal d'options de digitalisation ou de numérisation, en fait, des diplômes permettant à certaines personnes de pouvoir faire des demandes en ligne, de pouvoir récupérer des diplômes en ligne, de faire de nouvelles requêtes, etc., etc. Mais il y a toujours un problème, c'est que parfois, quand tu as un diplôme qui est perdu, tu ne peux plus le retrouver. On ne peut plus faire de nouvelles demandes. Sauf si je me trompe, hein. Après, mettez dans les commentaires pour m'éclairer encore. Mais parfois, dans certaines requêtes, si tu n'as plus ton diplôme, c'est difficile de retrouver justement la trace. Je ne sais pas si, avec la technologie blockchain, plus on approfondit avec vrai diplôme, ce sont déjà des aspects qui sont envisagés peut-être aussi pour apporter des solutions. Je termine avec mon cas. Moi, j'ai été à Bangourou. J'ai fait Kiman à Bangourou. Et moi, j'ai terminé là-bas avec le bac. Mais je vous dis, aujourd'hui, je ne sais même pas où mon diplôme est. Ça, c'est un grand problème. En vrai. Donc, comment la technologie blockchain peut... Est-ce que ça... oui, justement. Peut-être de façon pratique. Oui, je veux dire, il y a un aspect qui est là. Mais encore plus en profondeur, parce que ça, c'est un autre problème qui a besoin d'une solution aussi. Qui est déjà adressé. Non, mais quelqu'un qui a un diplôme, par exemple, dans son cas, qui a perdu, par exemple, toutes les données concernant son bac, est-ce que... Il a perdu... C'est fini. Le problème, il a perdu son diplôme, mais est-ce qu'il a perdu les compétences qui vont avec? Non, pas du tout. Non. Ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir, justement. Et comme je le disais tantôt, c'est un problème qui est adressé aussi avec vrai diplôme. Okay. Parce que, figurez-vous, vous imaginez, dans la crise, par exemple, que notre pays a connue en 2017-2011, il y a plusieurs personnes qui ont perdu leurs documents, notamment les diplômes, certains types de propriétés et autres. Mais justement, le caractère permanent de la blockchain permet de régler ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas tant le document physique qui t'est transmis, mais c'est l'aspect transactionnel. Que dit cette transaction-là? Parce qu'en fin de compte, elle a beau ne pas être financière, mais elle n'en reste pas moins une transaction. Je reconnais t'avoir délivré ce diplôme-là qui correspond à ces compétences que tu as acquises par rapport à un parcours de formation bien défini. Une fois je déclare cela, même si cette simple déclaration-là est enregistrée sur la blockchain, elle rend cette transaction-là permanente. Et elle justifie que, parce que je ne viendrai pas demain me dédier. C'est ça. Vous voyez. Et l'un des avantages, par exemple, de vrai diplôme, c'est que vrai diplôme n'adresse pas directement les élèves, étudiants et toutes personnes qui sont sujettes aux formations. On adresse ceux qui délivrent les qualifications, ceux qui délivrent les diplômes. Parce que c'est eux qui disent, justement, je lui ai délivré ça. Je reconnais l'avoir fait. C'est cette transaction-là qui est sécurisée par la blockchain. Du coup, toi,
quand tu obtiens ton diplôme, quand on te le délivre, nous, on te fait parvenir une copie numérique de ton document. OK. La copie numérique de ton document, là, tu la gardes de façon permanente. Nous-mêmes, nous l'avons. Mais il y a encore une technologie plus poussée qui permet de rendre cela permanent. Permanente. Voilà. Il y a des systèmes de fichiers compatibles avec la blockchain qui permettent de rendre cette transaction-là de façon permanente. Donc, ce problème-là n'aurait pas existé. Et là, comme il le dit, imaginez un seul instant qu'il ait, par exemple, fait des études dans un établissement qui n'existe plus aujourd'hui. Il a obtenu une qualification. Ça pourrait être un diplôme d'ingénieur, ça pourrait être un master ou même une formation, une qualification professionnelle. Et l'établissement n'existe plus aujourd'hui. Donc, qui adresse alors? Justement, c'est pour ça que vrai diplôme vient régler. Parce que le fait que tu aies délivré une formation à quelqu'un, l'État t'a autorisé à délivrer cette formation. Le gars, il a son diplôme, c'est reconnu. Mais et si demain, l'établissement qui délivre n'est plus? Parce qu'aujourd'hui, le processus qu'on a, c'est que quand tu as besoin de trucs, tu pars récupérer un duplicata, tu te connectes à l'établissement. Et c'est de longs process. C'est des process qui sont longs. La logique même du duplicata en elle-même n'a pas sa place en matière de blockchain. Parce qu'une transaction, quand elle est délivrée, elle est éternelle. Aujourd'hui, on peut retracer la toute première transaction sur le Bitcoin qui existait. Vous voyez, et personne ne viendra remettre ça en cause. On a les deux wallets. L'émetteur, le récepteur, on a les adresses. Aujourd'hui, on peut piper les adresses et puis voir. C'est qu'il y a dedans. Voilà, vous voyez. Donc, c'est un peu tous ces problèmes-là que Vrai Diplôme vient adresser. Comme je le disais tantôt, on est parti d'un problème réel qu'on a vécu et on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs sous-problèmes qu'il fallait adresser. Tout à fait. Mais Dieu merci, on pourrait dire qu'on a adressé au moins 90 à 95% des problèmes qui sont liés au parcours de formation, à la qualification. Et ça, c'est énorme et ça, c'est super. Et j'ai envie de dire en fait que c'est bénéfique pour ces établissements, pour ces institutions qui sont là, de cette ère-là. Ouais. Parce que quelque part, ça peut être dommage pour ceux qui n'ont pas pu profiter de cette technologie avant. Je veux dire, quelque part, on ne peut plus rien faire pour ce qui a été perdu avant. Malheureusement. Si les établissements existent toujours. Si les établissements existent toujours. On adresse le problème, on se connecte à l'établissement. Oui, dans la mesure. OK. C'est elle qui a authentifié ton diplôme. C'est elle qui va certifier que oui, on lui a adressé un diplôme. Ouais. Donc, juste avec ça, on peut automatiquement. On fait une sécurisation rétroactive simplement. Mais justement, dans ce cas-là, parce que j'essaie d'aller encore plus en profondeur, hein, est à délivrer le document. Hein? Maintenant, OK, on adresse le message à l'établissement, etc. Est-ce que c'est une autre forme de certification qu'elle va envoyer à Vrai Diplôme, par exemple, que Vrai Diplôme va monter de façon numérique pour t'adresser? Ouais. C'est-à-dire, ce n'est pas le carton que tu as, c'est genre plus ou moins une représentation de... Oui, bien entendu, mais en réalité, quand on parle de carton, quand on parle que ça soit sur un parchemin, que ça soit gravé dans du marbre et autres, ça ne remet pas finalement en cause les qualifications que tu as. C'est justement l'avantage de Vrai Diplôme. Nous, la question qu'on te pose, tu reconnais qu'il a les qualifications pour lesquelles il se prétend. C'est tout. Okay. Tu les as délivrées quand? Tu as déclaré que celui-là, il était admis au bac quand? C'est toutes ces informations-là qu'on a et on s'assure qu'elles sont bonnes. C'est pourquoi ce n'est pas tout le monde qui peut juste se connecter à Vrai Diplôme. Voilà. Vrai Diplôme, on va dire que c'est plus du B2B avant d'être du B2C. C'est vrai, les étudiants, les travailleurs, toutes ces personnes-là qui ont besoin de faire authentifier leur truc sont les bienvenus. Mais en réalité, ce n'est pas par nous. C'est par l'établissement pour lesquels elles se prévalent d'avoir obtenu les formations. Très bien. Très bien. Donc, et je pense que ça rentre aussi dans la suite du programme, à savoir justement comment procéder en tant qu'établissement ou en tant qu'institution justement pour s'offrir en fait les services, les solutions de vrais diplômes, qu'on soit public ou privé ou semi-privé, etc. Bref. C'est tout simple. C'est tout simple. On a une plateforme qui est universelle et qui est digitale. Il faut simplement ouvrir son compte, OK? Et l'équipe de Vrai Diplôme va se faire fort de faire ce qu'on appelle la validation du compte, le passage en revue du compte. Très bien. Parce qu'en réalité, c'est des authentifications qu'on fait, c'est des diplômes qu'on donne. À vue d'œil comme ça, c'est des choses qui ne sont pas, on va dire, qui ne peuvent pas présenter un intérêt assez rapide aux yeux parce que ce n'est pas forcément des valeurs monétaires qui sont engagées. Mais c'est quoi? C'est des qualifications qui sont délivrées. Donc, c'est tout un écosystème de l'éducation, tout l'écosystème de l'éducation qui est engagé. Donc, il faut qu'on s'assure que les entreprises, même ou les institutions qui souhaitent se connecter à Vrai Diplôme
en ont l'autorisation. Effectivement. En ont l'autorisation. Vous voyez. Donc, il y a un travail. L'autorisation de qui? L'autorisation des autorités. Parce que le problème, c'est que quoi? Tu ne peux pas juste te prétendre être une établissement et un puis établissement. Ne pas avoir d'autorisation. Ne par pas avoir exemple. d'autorisation et tout cela. Ah oui, ok. Ouais. Une entreprise enregistrée qui a Enregistrée, Ok, voilà. parfait. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail derrière de vrais diplômes d'aller chercher Oui. et s'assurer. Bien sûr, c'est Que pour ça ces qu'on parle gens-là de passage soient- en revue du compte. C'est parfait. Quitte à se déplacer, rentrer en contact avec l'établissement, s'assurer qu'elle a la documentation. Et ce n'est pas que les établissements qu'on adresse. Hein. On adresse les centres de formation, et Ouais, comme BitTrading, par comme exemple. BitTrading, par exemple. Voilà. Voilà. Ça veut dire que dans l'écosystème dans lequel vous êtes, vous délivrez des formations, vous délivrez des compétences que vous devez certifier Très et bien. pour lesquelles une authentification est requise. Il suffit simplement que vous ouvrez votre compte sur Vrai Diplôme. On se charge du reste. Et ça, c'est très important, ce point clé-là. C'est-à-dire que ça adresse une cible en dehors des institutions, en dehors des établissements, mais tout ce qui est centre de formation et tout, à caractère éducatif et tout, mais il faut qu'ils soient enregistrés, vous êtes conforme et tout, et vous pouvez passer à un autre niveau. Ça me fait penser en fait à Binance. Il y avait le programme des formations Crypto Academy, Oui, à laquelle BitTrading était. à laquelle justement BitTrading est partenaire justement. partenaire sur la Et en formation. fin de formation, ils ont des attestations de fin de parcours, etc., Voilà. qui dit que vous avez suivi ce programme avec Binance et tout. Et il y a un QR code, justement, qui permet de retrouver ce diplôme-là, en fait, sur la Sur blockchain ouais. et d'attester, peu importe la période que, par exemple, vous étiez de la cohorte 1, de la cohorte 2, et depuis 2022, tu peux même retrouver les candidats qui ont été dans la première cohorte, non, et tout, et tout. Et là, c'est une solution maintenant qui est présente, qui est spécifique à ici. Et justement, quand tu en parlais dans ton développement, tu as dit plus particulièrement la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que pour la sous-région, par exemple, au Burkina, au Bénin, si par exemple il y a des établissements qui vont suivre un diplôme et qu'ils essayent de se connecter pour soumettre leurs documents, est-ce que c'est pris en compte? Oui, ils sont bienvenus. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plateforme, elle est universelle, Ouais. dans un premier temps. Je ne dirais pas le problème, mais on est avant tout une start-up. Voilà. Donc, il y a un service footprint qu'on doit mettre en place. Donc, il y a certainement une priorisation de la position géographique OK. qu'on doit faire. Donc, c'est juste parce qu'on est sur la Côte d'Ivoire qu'on dit on fait de la Côte d'Ivoire notre priorité dans un premier temps. Mais ça n'empêche pas la plateforme sur les aspects technologiques de rester connectée à des établissements au Togo, au Bénin, au Burkina, au Mali et partout. Parce que ce qu'on veut régler aussi, c'est le caractère universel de cette technologie-là. Parce qu'on a très souvent rencontré certains étudiants qui détiennent leur diplôme, qui soumettent des candidatures dans des ambassades. Ces ambassades-là doivent faire l'authentification, doivent vérifier. Donc, l'ambassade est obligée soit d'appeler. L'établissement, c'est toujours le même parcours. Donc, on se rend compte qu'il peut y avoir même des Ivoiriens qui sont à l'extérieur, Par exemple. qui bénéficient de ce service-là. Donc, en partant de te connecter directement à l'établissement, jusqu'après, tout ce qui est alumni et autres, on n'a plus le parcours des gars. Vous, quand vous êtes diplômé, l'établissement n'a pas forcément la responsabilité de garder vos traces. C'est ça. Mais Vrai Diplôme se positionne comme un pont tiers de confiance qui dit, quel que soit le nombre d'années que vous avez passé, vous pouvez toujours certifier, retrouver. authentifier que vous avez votre diplôme, votre qualification. Donc, pour revenir à ce que tu disais tantôt, il n'y a pas que les diplômes et autres. Il y a des entreprises qui délivrent des formations professionnelles. Parce qu'en fait, le problème qu'on essaie de régler, l'entreprise veut recruter. Elle a un besoin. Ou bien l'établissement veut avoir des étudiants qui viennent s'enrôler pour une formation et autre. Il y a des prérequis qu'on leur demande. Tu dois avoir fait telle formation, tu dois avoir tel niveau et autre. Donc, quand tu viens soumettre ta documentation, tu te prévaux des compétences requises. Ouais. Donc, tu déclares détenir les compétences dont l'entreprise a besoin. Effectivement. Et l'entreprise ne peut pas te croire sur parole. Donc, il faut trouver le moyen de rassurer l'entreprise. Donc, ça pourrait être pour des formations éducatives qu'on connaît, le système éducatif normal, mais ça pourrait être pour des formations professionnelles. Ouais. Donc, tout ce qui est cabinet de formation professionnelle ou des formations qui sont agréées par réinsertion. parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de cabinets qui existent qui délivrent des formations qui n'ont pas forcément besoin d'être connectés au RDFP. Mais pourtant, ces formations-là, on en a besoin dans l'industrie. On en a besoin, les entreprises les recherchent. Donc, ça veut dire quoi? Il y a ce flux d'interaction-là
qui est défini et pour lequel il faut aussi trouver une solution. Tu as suivi une formation de 2, 3 mois, 4 mois, même d'un jour, de 2 jours. L'établissement ou l'institution qui t'a délivré cette formation-là se connecte en partenariat avec Vrai Diplôme et dit, écoute, voici les étudiants ou bien les apprenants que j'ai formés, j'ai 100, 200, 300 certificats, même moins. J'aimerais, sur la base de notre partenariat, que cela soit enregistré au niveau de la blockchain et que Vrai Diplôme soit le tiers de confiance. Donc, on se charge, on fait le traitement et autres. Et demain, ça rassure vos apprenants. Parce que quand il va y mettre ça dans son CV ou bien il se rend là-bas, au niveau de l'entretien, c'est facilement vérifiable. Ah, il prétend avoir fait une formation, peut-être une spécialisation dans telle chose. Il prétend avoir effectué une formation par rapport à son entreprise qu'il a amené peut-être à telle période chez tel cabinet de formation et autres. C'est enregistré, c'est traçable par Vrai Diplôme. Mais l'entreprise qui recrute, par exemple, comment est-ce qu'elle a accès à ça? Elle va directement sur le site de Sur le portail. Sur le portail. Sur le portail. Elle rentre le nom de... Non, elle n'a pas entré le nom, elle fait authentifier et les références des documents qu'elle a reçus là, c'est elle qui va les enregistrer. Parce qu'en fait, il y a aussi le caractère de protection des données à caractère personnel. J'allais te demander ça justement. Sinon, si tu viens, tu tapes le nom comme ça, tu dois avoir toutes les infos, c'est dangereux. C'est dangereux. OK. C'est vrai que ça a été l'un de nos challenges. C'est ça. Parce qu'on s'est dit, la blockchain, par défaut, elle est ouverte, accessible à tout le monde. Donc, il y a beaucoup de données à caractère personnel qu'on traite, des données sensibles qu'on traite notamment, on va parler de trucs ici, mais il y a des données sensibles qu'on traite ici. Comment est-ce qu'on fait pour préserver nos partenaires ou nos bénéficiaires? Donc, on a trouvé, je ne dirais pas la parade, mais la technologie qu'il faut, qui nous permet aujourd'hui, sans avoir besoin du tiers ou du destinataire lui-même, permet de pouvoir authentifier un document sans avoir besoin de passer par l'établissement. Donc, l'avantage, il est énorme. Avant, où l'entreprise était obligée de se connecter à l'établissement d'abord pour faire authentifier, on se dit c'est un portail self-service. Tu viens, tu fais authentifier le diplôme et en quelques secondes. C'est du temps qu'on gagne. C'est du temps qu'on gagne. Et quand on sait qu'on n'est pas sur les mêmes fuseaux horaires, ou quelqu'un qui a plus 5, GMT plus 5 ou moins 5. Donc, imaginez, même si les gars ont la bonne volonté, l'établissement a la bonne volonté, elle ne travaille que de 8h à 18h. Il ne travaille, pardon, de 8h à 18h. Après ça, est-ce qu'on n'a pas le droit de faire authentifier les diplômes après 18h? Si, normalement. Vous voyez que la technologie permet de régler tellement de problèmes. Effectivement. Voilà, c'est illimité, il n'y a pas samedi, dimanche. En fait, il y a une question qui... Il y a des gens qu'on a recrutés dimanche ici, on a vu. Il y a des gens qui participent à des entretiens dimanche. Pourquoi on devrait les priver de ce droit de faire authentifier les documents à cette date? Mais j'ai un truc, au fait, dans le même sens. Est-ce que là, on est en train de parler de vrais diplômes, on parle de tout ce qui est diplôme, tout ce qui est certificat. Mais en dehors de cela, par exemple, si une entreprise a des documents confidentiels très, très importants, par exemple, est-ce que c'est possible de passer par vrai diplôme pour pouvoir conserver ça sur la blockchain? Je sais pas. Non, pas par Vrai Diplôme, mais par l'entreprise qui est derrière Vrai Diplôme, la nôtre en fait. Il y a une brèche, il y a un service, il y a une plateforme qu'on développe. Derrière Vrai Diplôme, il y a Diplôme. Derrière Vrai Diplôme, il y a une plateforme qu'on développe actuellement qui permet d'adresser ce point parce que le même problème existe au niveau entreprise, inter-entreprise. Au niveau inter-entreprise. Voilà, parce que, qu'on le veuille ou pas, l'authentification et la certification des documents est vraiment un problème. Tant au niveau du process qu'au niveau des enjeux même. Il y a de gros enjeux économiques. Quand vous voyez des transactions qui sont passées entre des entreprises, c'est sur la base de documents. C'est ça. C'est sur la base de documents. Il y a plusieurs entreprises qui peuvent faire le faux, ne serait-ce que pour obtenir des contrats. Ouais. Mais justement, parce que ta question et sa réponse, ça m'emmène à ce que j'avais en tête, justement, en termes de conformité. Et pour revenir aussi à l'aspect caractère personnel, justement, est-ce que dans votre politique, vous avez certaines conformités, réglementations qui vous permettent justement d'avoir cette facilité dans la gestion des données, la sécurisation et plus ou moins, j'ai envie de dire, je ne sais pas si j'ai envie de dire un agrément ou quelque chose qui vous donne en fait cette force-là de pouvoir gérer. Comment ça se passe, en fait, l'aspect compliance, en gros? C'est justement par rapport à ces aspects compliance-là, on est connecté à des institutions étatiques. Très bien. Voilà. Qui sont chargées de gérer ces aspects de conformité-là. Parce que c'est, je ne dirais pas un véritable problème, mais c'est une nécessité.
l'un des problèmes auxquels aujourd'hui l'industrie numérique, en fait, en Côte d'Ivoire, ici, fait face, c'est, je ne dirais pas la lenteur, mais le fait que l'environnement juridique qui encadre tout ce qui est traitement de l'information, tant au niveau financier, tant au niveau d'autres technologies qui ne sont pas forcément vulgarisées ici, est souvent, je ne dirais pas noir, il n'est pas inexistant, mais il n'est pas non plus totalement clair. Vous voyez. Donc, quand c'est comme ça, plutôt que de chercher à, je ne dirais pas à réinventer la roue ou de faire, c'est de rester aux côtés de nos autorités pour les accompagner ou leur demander ou on va dire, attirer leur attention sur la nécessité de développer ou de dérouler des cadres réglementaires qui sont clairs, qui permettent à des sociétés comme à des startups comme la nôtre, par exemple, et bien d'autres startups de la tech, de pouvoir éclore et puis de libérer leur potentiel. Parce qu'il y a plein de choses qu'il faut faire, mais on se demande, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est légal? Donc, dans le cas de vrais diplômes, par exemple, je peux dire qu'on est dans un caractère purement légal dans la mesure où on est connecté à des institutions gouvernementales qui devraient pouvoir permettre de gérer ces aspects réglementaires-là. Ça, c'est si on part sur le fait qu'on a besoin de s'assurer de tout ce qui est conformité. Mais nous, si on prend un aspect purement tech, on est dans un environnement où on se dit que, selon notre vision, la technologie doit être capable de régler des problèmes bien pointus. OK? Quand quelqu'un a besoin de recruter un collaborateur, tu as ta boîte. La préoccupation, c'est de savoir, est-ce que je ne suis pas en train de faire entrer le loup dans ma bergerie? La préoccupation pour toi n'est pas de savoir, est-ce que le gars-là, ces données, j'ai accès. En fin de compte, tu vas avoir accès à son dossier. Parce qu'il va te partager toutes ces données. Tu auras accès à ça. Mais ce qui te préoccupe le plus, est-ce que les compétences qu'il prétend détenir, là, il les a? Parce que je risque de mettre mon business en jeu, en péril, si je fais un mauvais recrutement sur la base d'informations qui sont erronées. Et si je n'ai aucun moyen de recours pour m'assurer que, effectivement, pour vérifier en l'état si les transactions que je passe, la transaction d'employabilité que je fais maintenant là est la bonne. Donc là, par exemple, ça revient au même problème que Ethereum réglait. Vrai diplôme règle ce problème. Ici et maintenant, nous, on est capable, OK, de te dire, pendant ton recrutement, le candidat que tu veux sélectionner là, les diplômes qui te présentent là sont des bons, ils sont des faux. Donc, en moins d'une minute, tu es capable de prendre la décision qu'il faut. Ouais. Et ça, c'est un gros plus pour les cabinets RH et tout ce qui est recrutement. Voilà. Donc, tous ces cabinets-là, ils n'ont pas, leur préoccupation n'est pas la gestion des données à caractère personnel. Ça, Ils ont besoin de faire des recrutements sûrs pour leurs clients. C'est ça. Vous voyez. Donc, pendant que Vrai Diplôme leur dit, vous avez la solution ici et maintenant. Mais n'oubliez pas, nous sommes sur des aspects compliance, nous sommes sur des aspects juridiques avec les entités qu'on appelle gouvernementales. C'est ça. Pourquoi? Parce que ça va dépendre de tout ce qui est zone. En Côte d'Ivoire, on peut avoir une réglementation. Au Togo, on peut avoir une autre réglementation. Au Mali, on peut avoir une réglementation. Donc, il faut s'assurer qu'on a un cadre réglementaire qui est quand même bien adressé, suffisamment adressé en fonction de la territorialité. On va traiter ça. Et ces choses-là, si on ne le fait pas, ce n'est pas des choses qu'on peut faire du jour au lendemain. Pourtant, Vrai Diplôme, c'est une entreprise qui doit aussi aller sur le terrain, puis avancer, faire du cash. On n'est pas là pour... Tout à fait. Effectivement. Et c'est très important. On reste des fintech, mais il faut faire du cash, en vrai. Sinon, franchement. Mais justement, je pense qu'on est en train d'atterrir dans cette session. Et justement, parlons cash, parlons perspective. Dans la suite des périodes, on a compris encore plus en profondeur. Mais à quoi faut-il s'attendre justement dans les prochains mois, dans la prochaine période, et déjà 2025 qui arrive, en termes de déploiement de vrais diplômes? Bien sûr, si vous voulez parler de BitTrading et vrais diplômes, vous pouvez y aller. Mais je veux vraiment savoir quelles sont les prochaines étapes actuellement et à quoi est-ce que le public doit s'attendre véritablement. Ouais. Et on va dire qu'il y a du lourd qui se prépare. Il y a du lourd qui se prépare. Comme on l'a dit tantôt, là, il faut, pour avoir, au-delà de pouvoir aider tout ce qui est entreprises privées et autres, il y a aussi un volume important de recrutement qui se font pour nos autorités gouvernementales. Et Vrai Diplôme ne veut pas passer à côté de ça. Vrai Diplôme ne veut pas passer à côté de ça. Donc, il y a des échanges qui sont en cours, il y a des discussions qui sont en cours, il y a déjà des NDA qui sont engagés. Super. Donc, on est soumis à des accords de confidentialité. On ne pourrait pas en dire plus, mais on dit simplement que dans les mois à venir, il y a du lourd qui se prépare. Il y a du lourd qui se prépare. Super.
Mais au moins, on peut avoir au moins quelques bris, puisqu'il y a BitTrading qui est là. Et je sais Oui, que. il y a BitTrading qui est là. Ouais, Et dites-nous un peu Patrick nous a plus déjà, au moins. d'une très bonne nouvelle. Hein? C'était quoi la nouvelle? Je t'en laisse l'opportunité. Mais c'était quoi la nouvelle? Oui, Je sais plus. c'est toi qui as envoyé Ah, ça. toi aussi. Ah bon? Faut Oh. terminer. Je me souviens plus là. Non. Non, je disais que BitTrading est partenaire à Vrai Diplôme. Vrai Diplôme, on s'est connus juste, je crois que ça a commencé sur les réseaux déjà. Ouais, on a participé à un webinaire qui était organisé par BitTrading. Et sur cet aspect-là, il y a eu des rencontres qui ont été faites, des échanges, de gros échanges en tout cas, des solutions qui sont sorties de ces échanges-là, des belles idées. Et à la suite de ça, on a décidé de travailler ensemble. Donc, de commencer à authentifier donc, les certificats et donc les diplômes qui vont être délivrés par BitTrading sur la blockchain. Donc, désormais, ça sera quelque chose qui va se faire. Quelle que soit la formation qui est dispensée chez BitTrading, que ce soit dans le trading, que ce soit aussi au niveau finance décentralisé, et tout ce qui touche au Web3, blockchain et consorts, désormais, tous ceux qui passeront chez nous auront donc leur certificat, leur diplôme qui seront hébergés ou disponibles sur la blockchain. Wow. Voilà, donc ça, c'est vraiment une marque. Ouais. Et c'est quelque chose c'est une valeur ajoutée à ce qu'on entend de faire pour prouver effectivement que BitTrading est vraiment dans ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'elle enseigne tout ça. Justement. Donc, c'est une preuve de ce que nous faisons. Voilà. Quand tu as confiance en la technologie, il faut le prouver. Bien sûr, il faut aller. Il faut le prouver. Et au-delà de cela, Cyril et donc la boîte qui est derrière tout ça, vous savez que BitTrading, par exemple, ce n'est pas que la formation. On est également dans le développement de solutions axées sur la blockchain. Okay. Donc, on partenariat avec Cyril, voilà, avec l'entreprise de Cyril. On a des choses comme ça qui vont être faites aussi sur des solutions qui vont être développées. OK. Des projets solides sur lesquels aussi on va travailler ensemble. Voilà, développer des choses comme ça que vous entendez parler de toutes ces choses. Ouais. Donc, voilà un peu ce qui se prépare. Et on va formaliser, sinon, formaliser au-delà de la formalité et qu'on sort tout ça en 2025, pouvoir sortir quelque chose aussi, quoi, par la grâce de Dieu. Un projet blockchain, une solution blockchain, surtout ça, assez pratique et puis assez précise. Voilà. Très intéressant. Ben, ça promet. Hein. Ça vaut vraiment le coup de patienter. Vivement 2025. Vivement 2025, par la grâce de Dieu. Hein. 2025 arrive avec tout ce 2025 est déjà là avec tout ce qu'on entend de voir. Ouais. Nous, on est déjà en 2025. On a quoi? On a 6 semaines pour finir l'année. Moi, je suis déjà en 2025. Ouais. Bah, par la grâce de Dieu, on est là-bas. $100 000, donc on est en 2025. Bah, on se retrouve là-bas. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Ouais, c'est pas prêt de s'arrêter. Bon, ouais. Ça, Bon, ouais. Bon, ouais. s'arrêter. Ouais. Parce qu'après, tu as plein de gens qui disent que, ouais, après, retire-toi et tout, ça va drop et tout. Attendons jusqu'au 20 janvier. Ah ouais? Suivez-moi, Ouais, les C'est gars. une date clé, hein? Oui, c'est ça. Ah ouais? Ouais. Ah, ceux qui sont dans le bois sacré c'est sont en ça. train de nous révéler des choses, hein? Fatidique, 20 janvier, oui. Ah, je vois, je comprends mieux. Mais je vais pas dire. C'est pas le sujet. Je vais pas dire vraiment pas le pourquoi. sujet. Franchement, mais il n'y a pas de souci. En off. Mais pour terminer, en fait, je veux revenir dessus. Mon wallet, MetaMask. Voilà. Donc, j'avais mon compte qui était là, connecté à mon téléphone. J'étais sur un projet, justement. Et j'avais décidé, en fait, de me connecter à un nouveau téléphone. Et j'ai importé des clés d'accès en off, on va le dire ainsi, comme ça. Quand je me reconnectais, j'ai mis ces accès-là, mais il savait que ça m'a donné un autre portefeuille. Du coup, je me demande, et sur cet autre portefeuille, j'ai rien, c'est totalement vide. Du coup, je me demande, est-ce que le projet que j'ai reçu sur le précédent portefeuille MetaMask, est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, de le révoquer et d'avoir une nouvelle adresse contrat sur le nouveau wallet que j'ai, ou bien je l'ai perdu comme ça? Et on va dire, il y a deux réponses. Il y a la réponse courte. Ça te fait un peu mal. C'est ça, il faut ça. Allons-y par la longue d'abord. C'est pourquoi tu Non. fais là? Non. On va aller sur la côte. On va aller sur la côte, en fait, pour être sérieux. Tu l'as perdu. Sur le plan technologique, tu l'as perdu. Parce que si ton contrat n'a pas la possibilité de réaliser des révocations ou bien d'envoyer ça à une adresse de burn, Waouh. c'est mort. Ça, c'est la version courte. De façon claire, De façon claire, tout le faites contenu du toujours portefeuille attention est perdu. à vos... Pourquoi tu as besoin d'ajouter de façon claire? Laisse-le Il dit veut faire la... Oh, laisse-le souffrir sa douleur.
Vas-y. Voilà. Mais en version longue, en fait, par rapport au contexte, parce qu'on est plus ou moins, c'était le sujet de notre échange avant de démarrer la session, c'est que tu as la possibilité, dans ton cas bien précis, dans ton cas bien précis, il n'y a pas matière à s'alarmer. Pourquoi? Parce que les retombées de tes actifs-là sont liées aussi off-chain, à un environnement off-chain. C'est peut-être aussi le lieu d'attirer l'attention sur deux aspects. Le fait que même ton wallet, peu importe le wallet que tu as, tes clés restent tes clés. Ouais. Il est de ta responsabilité, il est de votre responsabilité de prendre soin de vos clés. Quitte à les stocker sur des cold, sur des storage offline, c'est-à-dire s'assurer que vous avez vos clés à portée et de préférence même à plusieurs endroits pour faciliter la restauration de vos actifs. Si vous y tenez. Et c'est comme ça. Il y a plein de bitcoins qui circulent dans l'air. On les appelle des bitcoins sans propriétaire. C'est ça, malheureusement. Et pas que des bitcoins. Beaucoup d'actifs crypto circulent sans propriétaire. Et personne ne peut y avoir accès. C'est mort, c'est mort. Et aussi, la deuxième chose, pour revenir à la bonne nouvelle, c'est que toi, ce n'est pas totalement mort. Parce que ce qui t'a amené à détenir ces actifs-là, c'est bien sûr un projet. C'est ça. Il y a un projet qui est sous-jacent par rapport aux actifs que tu détiens. Voilà. Et sur la base de cet aspect-là, il y a un aspect légal qui est lié. La blockchain ne permet que d'authentifier ou de certifier, en fait, de formaliser sur le plan technique ce qui est réglementé. Tu vois. Donc aujourd'hui, peut-être ce que tu ne pourras pas faire, c'est de transférer tes actifs à une tierce personne, ce qui était faisable, puisque tes actifs là, forcément, risqueront de prendre de la valeur et tout ça. Mais en même temps, les retombées économiques, notamment en matière de dividendes dans les années à venir et autres, tu pourras en bénéficier parce que tu es toujours inscrit dans le registre des détenteurs de ce token-là. C'est l'aspect off-chain. Et c'est justement cette couche-là qu'il faut rajouter à les solutions. C'est pourquoi on dit, cherchons d'abord à comprendre le fondement de la technologie. Qu'est-ce qu'elle peut apporter? Quelles sont les limites? Et comment est-ce qu'on fait pour protéger non plus aussi des personnes qui vont vouloir entrer? Parce que tu t'imagines, si on disait, oh, c'était mort, c'est mort, et on se limite à ça. Il faut qu'on ait aussi des recours humains. Parce qu'en fin de compte, c'est des humains qui gouvernent tous, qui gouvernent tout plutôt. Et on met la technologie à notre service. La technologie ne devrait pas nous dominer. Donc, dans toutes les solutions blockchain qu'on conçoit, il faut être capable de s'assurer qu'il y a une dimension humaine qui est derrière. Parce qu'en fin de compte, les machines restent des machines. C'est vrai. C'est totalement vrai. Et déjà, ça me plaît. J'aime bien le happy ending qu'il y a sur cette histoire. Mais ça révèle aussi et ça montre que nul n'est épargné, en fait. Oui, que tu sois un OG de la tech, c'est ça. Tu as été dans le milieu depuis longtemps, ça peut arriver à la fois à l'ancien comme au nouveau. Si on ne prête pas attention, en fait, à la sécurité. Et j'aime aussi l'autre aspect que tu as souligné. Je pense que contrairement aux premières années, quand on était vraiment dans la crypto et tout, quand tu faisais des envois sur une adresse et qu'il y avait, au lieu de U, tu mettais R et que tu l'as perdu, en fait, genre, tu l'as perdu. Mais aujourd'hui, avec certaines solutions de sécurité, il y a des possibilités parfois de récupérer certains fonds. Et ça, c'est quelque chose qui est possible. Et je pense que il faut qu'on puisse justement penser à implémenter davantage de mécanismes de sécurité comme ça, surtout pour des personnes qui débutent, pour ne pas qu'elles tombent dans les pièges. Comme nous, on est tombé dans les pièges au tout début, et puis ça serait vraiment dommage. Mais je suis vraiment content qu'il y ait un happy ending. Mais par rapport à sa solution, c'est-à-dire concernant les dividendes, ça signifie que lors du paiement des dividendes, il va vous adresser une nouvelle adresse de dépôt, simplement, un nouveau portefeuille qui va réceptionner ces dividendes. Donc, au rata de sa participation. C'est déjà très intéressant. Sinon, tu peux aussi toujours acquérir de nouveaux tokens. Après, ça va pas tuer les autres. Ça va pas tuer les autres. On va y songer, ouais, pourquoi pas. Si on peut, si on le peut, on va y songer. Mais voilà, on est vraiment en train de terminer et je suis très content qu'on ait pu faire cette session. J'ai appris énormément, encore plus en profondeur avec toi, Cyril.
Merci de nous avoir édifiés, de nous avoir conduits totalement dans cette série-là. Et on espère justement avoir, avec les mises à jour qui vont se faire et encore plus de choses à venir, avoir d'autres sessions et puis présenter encore ce qui est disponible. Et puis aussi, pour ceux qui veulent suivre Cyril, principalement, vous pouvez aller sur LinkedIn. Vous allez retrouver des vrais diplômes. Il y a déjà de la communication. Il fait un travail incroyable. Il met déjà en avant sa solution. Il explique encore en long et en large. Donc, connectez-vous d'abord à cela. Et si vous voulez approfondir, toujours sur LinkedIn, vous pourrez retrouver également sa page et lui adresser un message, le contacter. Vous aurez des informations justement en dessous de cette vidéo. Et le podcast, il est disponible à la fois sur YouTube. On est également aussi sur Spotify et encore d'autres Apple Podcasts également qui arrivent bientôt. Donc, connectez-vous, vous pourrez l'écouter en audio pour ceux qui ne pourront pas suivre en vidéo. Et puis voilà. Cyril, si tu as un mot de fin. Le mot de fin, je dirais merci à vous de m'avoir reçu. Merci. Merci pour le travail incroyable que vous faites. Vous voyez, l'écosystème crypto et blockchain, surtout blockchain, n'est pas si vulgarisé que ça dans notre domaine. Quand on prend en comparaison des pays anglophones, où ça évolue assez rapidement et autres. Mais je vois qu'il y a de l'engouement en Côte d'Ivoire. On se connecte assez rapidement, on échange parce qu'on sait qu'il y a du lourd. Et il y a un véritable potentiel. Il y a des challenges. Et ce qu'on doit faire, c'est que c'est ensemble qu'on devrait pouvoir relever ces challenges-là. Il y a on va dire un webinaire auquel j'ai participé. Parti était aussi. Et lors des échanges comme ça, il y a la communauté au niveau du Togo qui a rejoint le webinaire et qui nous a réclamé. Ils ont dit non, mais Cyril, ne restez pas jusqu'en Côte d'Ivoire parler de vrais diplômes et autres. Nous, on a besoin de vous aussi au Togo parce qu'on a une communauté qui est très active et autres. Tonio. Oui, Etche. Ce gars-là, il est ça partout. fait que on essaie aussi de réfléchir, de voir comment est-ce qu'on peut agréger tout ça et puis ensemble construire un cadre qui permet de protéger tout l'environnement, quelle que soit la territorialité. Parce que la technologie brise les barrières, mais en même temps, on se rend compte qu'on a les expertises ici. Exactement. Et encore une fois, je vous remercie, les gars. Merci. Merci à toi. Et puis, comme tu le dis, la technologie brise les barrières. Et comme on a l'habitude de le dire, les cryptos également n'ont pas de frontières. Je pense que ça sera l'occasion peut-être de parler plus en détail et avec des démonstrations, tout ça, de vrais diplômes et d'autres choses assez pratiques. Voilà. À tous ceux qui nous suivent, qui sont passionnés ou qui débutent ou qui découvrent maintenant la technologie ou les crypto-monnaies, tout ça. C'est des choses qui sont en train de venir. En 2025, on prépare également des choses intéressantes juste pour pouvoir toucher la communauté. Et comme vous le savez, notre objectif, c'est vraiment d'éduquer, de promouvoir la technologie, de présenter un peu les bienfaits, ce qui se fait, ce qui se passe, comment est-ce que vous pouvez vous adapter à cette nouvelle technologie et puis profiter d'elle. Et puis surtout, la faire profiter à votre progéniture, j'allais dire comme ça, à vos enfants, etc., etc. C'est des choses qui sont en train de venir. Voilà, pour 2025. Merci. Et rendez-vous en 2025 avec tant de hâte pour bosser sur ces fabuleux projets. Et on se retrouvera par la grâce de Dieu tous ensemble là-bas. Merci à tous et au prochain numéro. Merci.